Un petit avant-propos sur cette formation. Alors pourquoi une formation sur le catalogue DB2? Ben, tout simplement parce qu'on fait de plus en plus de formations d'administration base de données, ça devient très important, SQL, DB2 sur la machine. On s'est rendu compte, souvent en discutant avec les clients, c'est qu'ils ne savaient pas matérialiser la base de données DB2. Donc, le catalogue, ils ne savaient pas le matérialiser, alors que souvent, bah, quand ils vont sur un Oracle, quand ils vont sur un SQL Server, tout de suite, on parle du catalogue, on sait ce que c'est. Et pourtant, bah, dans une base de données, par définition, il y a un catalogue, et que bah, si ce catalogue, il est cassé ou il n'est pas en bon état ou il a un truc, bah, déjà, ça sera une des premières contraintes de performance. C'est pour ça qu'on a été amené à faire cette présentation. Alors, normalement, ma souris devrait défiler, si ça laisse une minute. Alors, hop, donc ça, c'est moi, d'accord? Donc voilà, pas grand-chose à vous dire. Je ne sais pas si vous me connaissez. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn si ça vous intéresse. Vous pouvez regarder ce qu'on fait sur nos blogs, si ça vous intéresse, soit sur Volubis, soit sur Gaïa. Donc il y a pas mal de choses, d'informations. On essaye de publier de l'information à peu près toutes les semaines sur nos sites. Donc nos activités. Alors on a essentiellement 3 activités. Le centre de service qui est basé à Lyon. Donc en gros c'est une quinzaine de personnes. On fait de la modernisation, de l'accompagnement, du prototypage au sens où on aide à monter des POC dans les entreprises pour créer souvent de la modernisation. Alors j'aime pas beaucoup le terme de modernisation puisqu'on sait qu'aujourd'hui malgré tout la modernisation c'est beaucoup rattraper une dette technique qu'on a. Donc c'est pas forcément de la modernisation. Mais l'idée c'est d'essayer derrière modernisation, ce que moi j'entends, c'est rattraper un peu la dette technique pour que les gens qui arrivent derrière, que les jeunes qui reprennent les applications que nous on a développées, puissent les maintenir et puissent les faire évoluer. On a une expertise technique, ben, si on intervient dans des sessions comme ça, ici on a 4 ou 5 sessions, on a 4-5 personnes qui interviennent, c'est qu'on a des expertises. On fait de la formation sur site à distance, des cours en ligne, on a une base de connaissances. Et petit dernier, on commence à faire des produits. D'accord? Vous avez peut-être entendu parler de celui-là. C'est un produit de prise en main à distance en 52-50, sans client extérieur, qui permet d'avoir accès à la QTemp, qui permet d'avoir accès à la LDA et qui nous rend, au moins chez nos clients à nous, un très grand service pour aider à débugger, pour prendre en compte, pour la maintenance. Alors, le catalogue base de données, qu'est-ce que c'est? Le catalogue, vous allez trouver différentes définitions. Je ne vais peut-être pas vous donner la bonne, je ne vais peut-être pas vous donner la meilleure définition, mais en gros, le catalogue, c'est ce qui va référencer tous les éléments de votre base de données. C'est là où vous allez retrouver toutes les tables, tous les vues, tous les index, tous les triggers, toutes les procédures, mais également toutes les contraintes, j'ai pas tout mis, etc. Donc, bonjour. Les tables et les vues, bien sûr, les tables, c'est ce que vous retrouvez sur l'ancienne dénomination PF. Les vues, c'est ce que vous retrouvez sur l'ancienne dénomination des logiques. D'accord? Les index, alors, il faut savoir qu'il y a une petite différence entre une vue et un index, il y a même une grosse différence, mais que si vous regardez un LF qui a été créé, automatiquement, SQL va le considérer comme une vue et pas comme un index. Donc, si vous le convertissez, il faudra faire très attention, parce que sinon, il va vous faire une vue qui ne vous servira à rien. Donc, voilà. L'idée, c'est le vocabulaire. Et aujourd'hui, la plupart des gens, si je leur disais, qu'est-ce que c'est que le catalogue DB2, la plupart du temps, ils me regardent et puis ils me disent, on ne sait pas. D'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça. L'idée, c'est juste qu'à la sortie de la formation, vous ayez compris à peu près à quoi ça sert, que ça vous ait donné 2-3 idées, peut-être 2-3 choses à regarder sur les machines quand vous allez rentrer, et puis vous pourrez l'utiliser après pour regarder, pour analyser des choses. J'ai pas plus d'ambition que ça. Alors, ça je vous l'ai dit. Alors, ce qui manque pour moi, c'est ce que je dis en bas, c'est que quand on va sur un autre environnement, qu'on va sur Oracle, qu'on va sur SQL Server, on arrive toujours sur une vue où on a une vue catalogue. Chez nous, il n'y a pas cet équivalent, il n'y a pas cette vue catalogue, on ne sait pas trop comment le matérialiser. C'est un peu la difficulté de savoir ce qu'il y a derrière. Parce que sous Oracle, vous le voyez ici, d'accord, il y a la notion de catalogue. Sur SQL Server, vous avez la notion de catalogue. Nous, on n'a pas cette vue-là. On n'a pas cette matérialisation-là. Alors, une des principales raisons qui est invoquée ou qui fait que il n'y a pas ça, c'est qu'en gros, il faut toujours se remettre
dans le contexte de l'IBMI. Le contexte de l'IBMI, en fait, la base de données relationnelle ou pseudo-relationnelle dont on a parlé à l'époque, elle est arrivée avant SQL. C'est-à-dire qu'en gros, IBM a été confronté à un enjeu, c'était d'arriver à faire cohabiter une base de données existante qui avait été créée par des PF et des LF sur un environnement 38, sur une machine qui arrivait, qui était un AS400, et le tout en sachant que derrière, tout allait être créé par SQL. Donc, il fallait assurer cette compatibilité. Donc, ils ont fait des choix, d'accord? Et ils ont fait des choix de créer des objets qui vont être compatibles, notamment les PF et les LF. Alors, on voit très bien que dans SQL, vu d'aspect extérieur, on ne voit pas trop la différence entre un PF et une table. Pour lui, c'est un fichier, d'accord? Le LF, il y a plus de débat parce que le LF, souvent, on le considère comme un index, mais SQL va le considérer comme une vue. D'accord? Si vous retenez qu'une seule chose de ce que je vais vous dire toute la journée, c'est ça. D'accord? Si vous avez compris ça, vous pouvez partir. Vous n'avez plus besoin de moi. Je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les tables qui sont concernées, quelles sont les vues qui sont montées pour que vous puissiez les visualiser, quels sont les travaux qui vont gérer ce catalogue, comment il tourne, et également le journal qui va vous permettre de voir tout ce qui se passe sur votre catalogue, de tracer toutes les informations qui se passent sur votre catalogue. D'accord? Donc, en gros, ce qu'on va voir dans notre présentation, c'est ça. Si vous avez à peu près conscience de ça, vous savez ce qu'est le catalogue chez nous. Donc, la première chose, c'est le catalogue, alors on dit c'est des tables qui s'appellent QADB qui sont dans Q6, mais en fait, c'est faux. C'est même des PF encore. Et même le catalogue base de données aujourd'hui, c'est des vrais PF, c'est pas des tables. Elles n'ont jamais été migrées en table. C'est toujours des PF. Et donc, si vous regardez dans Q6 tous les fichiers physiques tables qui s'appellent QADB, c'est votre catalogue. Ça correspond à votre catalogue base de données. Donc c'est là que sont stockées toutes les informations et tout ce que vous allez écrire dans votre base de données. Donc à chaque fois que vous allez créer une table, que vous allez créer un index, il va mettre des informations dans les différents éléments. C'est pas un pour un, parce que quand vous allez créer une table, il va créer une table dans le fichier qui contient les tables, mais également des informations sur les zones, que vous mettez dans votre base de données. D'accord? Par exemple, ici, une requête qu'on connaît souvent, c'est ce qui vous permet de voir, ça vous permet de voir les zones d'un fichier. En gros, c'est ce que vous faisiez avant par un DSP-FFD que vous sortiez, que vous tripotiez, etc. Là, vous pouvez l'avoir directement par une requête SQL. Donc là, vous faisiez ça, vous faites ça. Donc là, ça c'est la bibliothèque, ça c'est le fichier, et ça vous listait les zones qui étaient à l'intérieur. D'accord? Ça vous listait les zones qui étaient dans le fichier, exactement comme vous le faisiez avec un DSP-FFD. Ça vous permettra de faire ça vous permet de faire des différents contrôles. Alors, tous ces fichiers, ils sont ici. Alors, en règle générale, on voit assez bien par les noms qu'ils ont, ce qu'ils font. Hein, on voit que ça, c'est des packages. On voit rapidement que ça c'est des contraintes. Les dépendances. Les dépendances, par exemple, c'est lui qui peut être intéressant pour chercher tous les logiques dépendants qui ne sont pas dans la même bibliothèque, par exemple. D'accord ? Donc souvent, on a une requête qui existe sur le système, qui va regarder tous les logiques qui ne sont pas dans la même bibliothèque, parce que pour restaurer, pour les outils de réplication, etc., ce n'est pas forcément des choses qu'on aime beaucoup, que les outils, en règle générale, aiment beaucoup. Donc, le catalogue base de données, c'est l'ensemble de ces tables. Par contre, ce catalogue, il faut savoir qu'il n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bâtir des outils dessus en disant je vais aller prendre des informations dans ces différentes tables. Parce que ces tables, par défaut, elles sont planquées. D'accord? Alors ça veut dire que vous n'allez pas les toucher, vous n'allez pas les avoir. Donc, Q6 a tous les droits et normalement, vous n'aurez pas les droits. Et un utilisateur dans votre application qui n'est pas au OBJ recevra ce message quand il va tenter de se connecter, récupérer ces informations. Alors vous allez me dire, s'il y a des tables et qu'on ne peut pas les utiliser, c'est pas tellement intéressant. C'est faux. Il y a
un deuxième niveau. Alors, ça, c'est ma sauce. Ça, je vous le vends pas. Ce schéma, il a deux valeurs. Il permet de matérialiser le centre de santé. Je sais pas si comment tout le monde connaît le centre de santé. Le centre de santé, c'est un outil qui est fourni par IBM qui permet en gros de se dire, au lieu d'attendre qu'il y ait un plantage parce que j'ai débordé les capacités de ma machine, je vais mettre une alerte en disant par exemple à 80% il y a ça, et ça va remonter une information. C'est ça l'idée qui est derrière le centre de santé. Et l'idée du centre de santé derrière, c'est qu'il a une interface graphique que vous retrouvez dans la vue schéma de ACS qui va vous permettre d'avoir des informations. Et là, ici, j'ai pris les fichiers qui sont de Q6 et qui sont dans QADB. Et l'intérêt, c'est que ça permet de voir tous les fichiers, d'accord, avec les volumes qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça vous permet, en gros, de savoir à peu près combien vous avez d'enregistrements qui sont dans votre catalogue. L'idée, encore une fois, là, c'est pas tellement de vous montrer ça, c'est deux choses. Ça permet de matérialiser le catalogue si vous voulez le montrer à quelqu'un un jour, d'accord. Sinon, j'ai pas vraiment d'autre manière de le matérialiser sous forme de schéma. Et ça vous permet de passer sur le centre de santé, de se dire, parce que là, ce que j'ai fait ici, ça peut être intéressant sur une application en prod chez un client pour aller voir les fichiers qui ont le plus d'enregistrements supprimés, le plus d'enregistrements effacés, etc. Vous l'avez tout de suite dans une vue graphique, ça peut être intéressant et ça vous permet d'avoir une vue syntaxique. D'accord? Donc moi, le catalogue base de données, je le matérialise comme ça en utilisant le centre de santé. C'est pas une obligation, ça c'est ma sauce. Ça me permet d'avoir une vue pour présenter le centre de santé, le catalogue que je n'aurais pas. Donc, un autre exemple de requête sur la base de données, alors ça, c'est la table qui s'appelle Q6, QADB, XRB, c'est la liste des bases de données que vous avez référencées dans votre base de données. C'est tout ce qui permet de se connecter en DRDA. C'est par exemple très intéressant pour les gens qui ont plusieurs machines. Quand vous voulez comparer des valeurs système d'un système à un autre, vous prenez ce qu'il y a sur le système A, sur le système B, vous pouvez comparer. D'accord? Et donc, n'existait pas, on s'amusait à faire ça. Maintenant, ils ont créé une vraie vue, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et derrière, on encryptait une information qui nous était donnée pour savoir quels moyens d'authentification on acceptait pour se connecter sur cette base de données, d'accord? En sachant qu'on pouvait dire que c'était exclude ou on pouvait accepter un niveau minimum pour se connecter. Donc là, je référence, grâce à cette table, la liste des bases de données. Donc c'était une table de Q6 que je regardais à l'intérieur. Donc c'était un deuxième exemple sur une base de Q6. Maintenant, je vous dis, ils ont remplacé. Donc, la tendance, elle est de plus en plus de remplacer par des vues. Donc, les vues, pourquoi ils ont fait ça? Ben, parce que, pour la première raison que je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas voulu donner le droit sur tout le catalogue. La deuxième raison, c'est qu'ils ont dit les informations qui sont dans le catalogue, elles sont des fois indigestes. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire des vues qui vont pointer sur une ou plusieurs tables qu'on va vous préparer et qui seront beaucoup plus consommables pour l'utilisateur ou pour le développeur. Donc, c'est ce qui se cache derrière. Donc, il y a eu de plus en plus de vues qui existent là-dessus, d'accord? Et donc là, la différence qu'il va y avoir, c'est qu'il n'y a pas des problèmes de droit. Les vues, elles sont autorisées. Alors, les vues, elles se retrouvent à trois endroits. Donc là, vous avez le catalogue avec votre table. Là, vous avez dans Q6.2, d'accord, tous vos catalogues. Et vous avez par exemple, ici, j'ai pris l'exemple de la vue des colonnes. Les colonnes, c'est celles qui vont contenir les descriptions de vos zones, toutes vos zones bases de données. Donc, vous avez une première vue qui est dans Q6.2. Cette vue-là, elle va contenir l'ensemble des zones de votre base de données. Pourquoi? Parce qu'elle va vous servir quand vous avez des tables historiques qui sont des PF ou des LF, que vous n'avez pas créé de schéma et que vous n'avez pas cette vue ici. D'accord? Quand vous créez un schéma, vous faites un créa de schéma, vous regardez déjà ce que vous avez dans une bibliothèque. La première chose que vous allez avoir, c'est la journalisation, l'environnement de journalisation, parce que SQL travaille sous contrôle transactionnel contrairement à un environnement natif. Et ensuite, vous allez avoir une liste de vues
qui vont pointer sur ce catalogue. Et simplement, la différence entre les vues ici et là, c'est là, il y aura une clause en disant, si votre base de données s'appelle DB1, where la bibliothèque égale DB1. Les informations seront limitées à la base de données. Donc, si vous pouvez, bien sûr, dans vos développements, et que vous voulez faire des outils qui utilisent de la base de données, que vous avez une base de données SQL, vous utilisez cela. Celui-là, vous l'utiliserez que pour dans les cas où vous êtes sur de la base de données, pas SQL, qui n'a pas justement les informations du catalogue condensées pour la base en question. Et enfin, il y en a une troisième qu'on connaît moins, c'est le SQL Columns, qui est dans 6 IBM. Alors, comme vous le savez, en même temps que la base de données, il y a un certain nombre de bibliothèques qui sont arrivées, 6proc, 6IBM, 6 ADM, admin, je crois, qui contiennent des informations qui sont liées à la base de données. Alors, soit c'est des procédures d'exécution, il y a eu une session là-dessus qui a été faite par Birgitta pour vous expliquer, on parle généralement de services SQL qui peuvent être utilisés à l'intérieur, et il faut savoir que dans 6IBM, on retrouve des éléments qui sont communs à l'ensemble des bases de données DB2. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait une vue qui s'appelle 6 columns, d'accord, et que cette vue 6 columns, c'est la même qu'on retrouverait sur un DB2 gros système ou sur un DB2 Unix, d'accord. C'est les mêmes vues. Donc celle-là, elle est faite un peu pour les gens, pour en gros une fois, pour l'histoire. On parle de portabilité, d'accord. C'est les outils qui auraient été faits sur un environnement DB2 grand système qui s'appuierait là-dessus, ils marcheraient sur l'IBMI. Je ne suis pas convaincu, hein, mais l'idée qui est derrière, c'est ça. En fait, je suis convaincu par contre qu'à chaque fois qu'il y a des hackers et qui cherchent des zones, ils peuvent faire celui-là. Bonjour. Donc, voilà les principales vues que vous allez retrouver. Alors, je ne sais pas s'il y en a des nouvelles, ça ne bouge pas beaucoup, mais toutes ces vues-là, elles vont pointer sur le catalogue base de données sur les tables, une ou plusieurs tables. Elles vont récupérer de l'information dans une ou plusieurs tables, d'accord. Donc, vous avez les zones clés, et eux, ils vous les présentent sous une manière beaucoup plus lisible que si vous allez les chercher directement dans la table. Et donc, c'est là-dessus qu'il faudra faire vos requêtes si vous avez besoin d'analyser votre base de données ou de récupérer des informations. Là, par contre, ben, vous êtes autorisé, d'accord, le public, sur ces vues-là, même sur celles de Q62, d'accord, parce que celles qui sont dans vos schémas, ça va être à vous d'administrer les droits, d'accord. Normalement, en théorie, vous êtes censé mettre un template, et c'est à vous de définir les droits qui sont, puisque c'est vous qui en avez la gestion. Par contre, les objets système qui tournent, d'accord, là, vous le mettez au niveau du système. Donc, vous n'allez pas le faire. Et il faut savoir que par défaut, les vues SQL sont en use. Donc, n'importe quel utilisateur peut faire un accès sur les vues SQL du catalogue. Donc, accès en vue, c'est les voir. De toute façon, il ne peut pas faire de mise à jour. Il ne peut pas faire de mise à jour déjà sur les tables, parce que les tables, c'est le système qui les met à jour. On va voir qu'on ne peut pas les mettre. Mais là, il a accès pour voir l'information. D'accord. Donc là, vous ferez un select sur les vues qui sont dans Q62. Donc voilà ce que je vous disais. Si vous créez un schéma, automatiquement, il duplique toutes les vues. Simplement, il rajoute une condition en disant c'est celles qui sont limitées à la base. Un exemple. Donc là, ça, c'est sur une vue système qui pointerait sur un catalogue base de données avec un schéma. Donc, vous récupérez les informations, nom de la bibliothèque, le fichier, le data, type, langue, etc., etc. From 6 colonnes, d'accord. Donc, ça veut dire que si vous qualifiez pas ici, ça veut dire que soit vous êtes en convention de nommage système et que vous aurez donc Q62 en ligne, soit que vous êtes en convention de nommage SQL et que vous avez fait un set schéma avant. Sinon, vous êtes obligé de qualifier. Donc voilà une requête qui porte sur une des vues du catalogue. Voilà une deuxième. Celle-là, c'est à peu près la même, sauf que celle-là, elle pointerait plutôt pour un PF que pour une table, puisqu'on considérerait qu'on n'aurait pas la base de données et qu'on serait obligé de rajouter le critère. D'accord? Alors que dans l'autre cas, on peut le faire. Alors, à noter
là, je l'utilise pour faire une description de fichier, mais l'inverse peut être vrai aussi. Vous pouvez l'utiliser pour faire de l'introspection et savoir où une zone est utilisée. D'accord? Ou savoir le numéro du client, où il est utilisé, ou rechercher le nom de la zone ici. Et lui va vous donner éventuellement toutes les tables qui sont trouvées, toutes les tables, toutes les vues, partout où il est utilisé. Donc, les fameuses vues. Alors, les fameuses vues, donc vous avez ça, c'est ce qu'on appelle le DB2 pour IBMI. Ça, c'est plutôt le DB2 global, où en règle générale, on retrouve à peu près les mêmes informations sur les bases de données qui sont DB2 dans des autres mondes, c'est-à-dire des mondes Unix ou des mondes gros systèmes. D'accord ? Alors, attention, l'utilisation de ces vues-là, il y a une première chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est qu'elles sont bavardes. Parce que, en gros, si vous voulez attaquer un système, d'accord, il faut penser que sur le catalogue, sur les vues système, vous avez use, donc un utilisateur qui se connecte par défaut au public, il a use dessus, et que s'il fait un select comme celle-là ici, il va récupérer toutes les zones. Alors j'ai fait simple, hein, toutes les zones qui dans leur nom ont RIB, dans l'entête ont RIB ou dans le colonne RIB. Donc il faudra affiner, on est d'accord, c'est pas forcément nickel. Mais là ici, rapidement, vous allez un mec qui est mal intentionné va récupérer rapidement les informations de tous les fichiers qui contiennent des informations sensibles. Ils peuvent récupérer. Attention aux alias et aux fichiers de travail dans les bibliothèques personnelles. Nous, on a un client qui s'est fait pirater avec des données, on a bien vu qu'elles n'étaient pas à jour, parce qu'elles étaient dans un fichier. Je présume que les gens, ils ont dû faire quelque chose comme ça, ils ont récupéré les informations et ils ont eu accès aux données. Alors, ils n'ont pas vraiment eu accès aux données en prod, puisqu'on a vu que justement les RIB qui étaient derrière, ils dataient d'un certain temps. Et on pense que c'est ça. Alors encore, on n'en est pas sûr, mais l'idée, c'est de dire ça. Donc le catalogue, encore une fois, vous ne pourrez pas l'interdire, d'accord? C'est pas ce que je vais vous dire, mais il faut penser comme un hacker, c'est comme information, IBAN, RIB, etc., etc. Il faut regarder les tables que vous avez derrière, et après, il faut regarder qui a droit et si c'est normal qu'ils y aient droit ou pas. D'accord? C'est vraiment cette idée-là. Parce que le catalogue, il vous ouvre une vue 360 sur toutes les données que vous avez. D'accord? Vous allez récupérer toutes les informations qui sont à l'intérieur. Alors, voilà, un rappel pour les droits. D'accord, je le fais à chaque fois. Celui-là, c'est un petit rappel qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est le principe des droits sur l'IBMI, c'est celui-là. En gros, on a trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du profil. Donc, si un utilisateur il est HoloBJ, on va arrêter la recherche au premier niveau. Terminé, l'utilisateur il a HoloBJ sur tous les objets. Si par hasard l'utilisateur il n'est pas HoloBJ, on va voir si l'utilisateur est mentionné sur le profil. Si par hasard il n'y a pas les trois éléments, on va voir s'il y a une liste et il est inscrit. Lycée de Versailles pour aller voir le groupe. Et si par hasard on ne trouve pas d'éléments qui correspondent dans les deux premières étapes, on dit que l'objet tombe dans le domaine du public. Et à ce moment-là, on va faire référence au public. D'accord? Donc l'idée, si vous mettez en place des droits au niveau de vos objets, ça sera ici d'agir au niveau du 5 ou du 6. D'accord? L'idée, ça sera de dire j'ai des groupes d'utilisateurs qui sont la comptabilité, d'accord? Je crée un groupe compta et je vais mettre en place un template de sécurité pour tous les objets de ma compta au niveau de la base de données et au niveau des objets programmes. Généralement, on a deux listes d'autorisation différentes ou deux droits différents parce que sur un programme, la différence, c'est que le use suffit pour l'exécuter. Par contre, si on a le change, on a le droit de le débugger. Et le debug peut tout changer sur des informations sensibles. Donc souvent, on fera deux listes d'autorisation. Alors, liste d'autorisation ou pas liste d'autorisation, là, on va tomber sur un débat de Kevin et Robert. D'accord? C'est, en gros, les gens historiques qui faisaient de la sécurité mettaient en place des listes d'autorisation. D'accord? C'est très bien, si on peut le faire, c'est très bien. Ça permet de s'organiser. Par contre,
c'est un inconvénient, c'est que c'est très difficilement manipulable par SQL. SQL, c'est une notion qu'il ne connaît pas. Donc, quand vous accédez par un select sur des objets, il va contrôler la liste d'autorisation, il va faire les trucs, mais par exemple, si vous prenez une table sur laquelle il y a une liste d'autorisation, que vous régénérez l'objet à partir du truc, il ne connaît pas cette notion, il va vous faire des droits qui sont tout bâtards. Donc, si vous voulez tout gérer par script SQL, c'est un peu embêtant. Donc, là, il y a un choix à faire. À mon avis, le niveau 5, il ne faut pas transiger, c'est le niveau minimum qu'il faut avoir. Et le niveau 6, ça se débat. Ça va dépendre de culturellement où vous en êtes dans l'entreprise. Si vous avez tout migré en SQL et que vous n'avez que des jeunes de 22 ans qui administrent votre base de données, bah, le niveau 5 suffira. Si vous avez des Robert comme moi, on préférera avoir une liste d'autorisation, ça sera plus facile pour administrer pour nous. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, bah, pour résumer, le catalogue base de données, donc les vues, elles sont à ce niveau-là. De toute façon, vous y avez ce droit-là. D'accord? Et comme c'est des objets système, on ne mettra pas de droit devant. Donc les droits, il va falloir aller les mettre sur les objets que vous avez trouvés en disant, voilà, où est l'information que moi je veux planquer. Alors, il faudra mettre les droits derrière. On a constaté plusieurs fois que, en fait, les gens, ils utilisaient les vues de 6IBM. D'accord? Moi, en fait, les vues 6IBM, je ne savais pas trop qu'elles existaient. Je m'en suis aperçu en regardant sur un site de hacker un jour, parce que le mec, il disait, regardez, faites un select sur 6IBM SQL colonne. Et je me suis dit, mais ça n'existe pas. C'est pas sur du DB2 IBMI. Ah, si, elles y sont. D'accord? Elles y sont. Donc, pensez à regarder aussi. D'accord? C'est l'idée qui est derrière. Alors ensuite, il existe d'autres vues qui sont à la limite du catalogue et pas du catalogue. Il y a débat, il y a des gens qui vont me dire que c'est pas le catalogue, que c'est le catalogue, etc. Sachez qu'elles existent. C'est des vues qui vont vous donner des informations. Alors statistiques, ça veut dire, derrière statistique, il y a un nombre. C'est le nombre de fois que ça a été créé, le nombre de fois que ça a été utilisé, enfin, les différents éléments que vous pouvez rencontrer à l'intérieur. Donc, c'est des statistiques. Il y en a plusieurs. Il y en a une, par exemple, à connaître, qui est Sysfile. Sysfile, c'est une qui a été rajoutée il n'y a pas si longtemps que ça. On voit bien qu'elle évolue à chaque version, il y a des nouvelles informations à l'intérieur, et elle peut vous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur un fichier pour tracer. Par exemple, pour savoir les fichiers qui ont des triggers, vous mettez ça, vous saurez tous les fichiers qui ont un trigger dessus. Mais c'est vrai pour les contraintes, c'est vrai pour les zones qui ont du RCAG, c'est vrai pour tous les éléments que vous allez pouvoir retrouver. Donc c'est une vue syntaxique, il y en a plusieurs, mais celle-là, je vous conseille de la prendre et vous l'utiliserez. Je ne vous dis pas d'apprendre toutes les vues, tous les machins, ça n'a pas d'intérêt, mais je pense que celle-là, c'est à connaître. C'est un peu comme quand vous rentrez sur l'IBMI, il y a des commandes que vous n'utiliserez pas tous les jours. Work, SPLF ou strpdm, il faut les connaître. Ben là, c'est la même chose. C'est une vue qui vous rend plein de petits services. Celle-là, il faut que vous la connaissiez, que vous l'ayez dans un coin. Par contre, celle-là, elle n'est pas repliquée dans tous les catalogues. Elle est qu'au niveau de Q6.2. Les vues statistiques sont positionnées que dans Q6.2 et pas dans les différentes bases de données que vous créez. Donc, voilà, une requête aussi qu'on utilise. Cette requête, alors on l'utilise maintenant, il y a un vrai service, on va voir à la fin, mais avant, on avait une requête de ce type-là. En gros, ça nous permet de voir un petit peu le nombre d'enregistrements. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les tables qui sont dans Q6 et qui commencent par QADB. D'accord? Et du coup, moi, j'ai regardé dans mon systablestat, qui est justement une vue, et j'ai regardé à l'intérieur mes informations à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que même vos informations de votre catalogue, elles sont inscrites dedans. Elles sont inscrites dedans. Les informations du catalogue sont inscrites dans le catalogue. Et là, ça permet rapidement de faire une requête. Ça vous permet d'avoir une idée à peu près de combien vous avez de zones, combien vous avez de tables, etc., etc. Alors après, bien sûr, vous pouvez affiner si vous êtes plus malin que moi en disant les bibliothèques qui ne commencent pas par un Q, etc., etc., pour éviter les bibliothèques IBM, voire vous pouvez limiter à une bibliothèque si vous voulez, ou vous pouvez faire pas mal de petites choses. L'intérêt derrière, c'est vous allez vous récupérer un peu un taux sur une image instantanée chiffrée de votre base de données. C'est les mêmes informations que je vous ai matérialisées
tout à l'heure dans le centre de santé. Vous pouvez avoir les mêmes informations. Là, c'est juste l'idée derrière ça, c'est par exemple de le faire tourner tous les mois, de le stocker quelque part et d'avoir une évolution sur 3 ou 4 ans. L'idée, c'est encore une fois essayer de voir s'il n'y a pas de dérive. Si vos tables, ben, à un moment donné, vous en avez, je dis n'importe quoi, 110, et que du jour au lendemain, vous passez à 250, qu'il n'y a pas de raison pour ça, ça va vous permettre d'avoir des alertes. Donc ça peut être intéressant de stocker ces informations. Souvent, on dit que quand on a 30% d'enregistrement supprimé, il faut jeter un œil. Parce que des fois, bah, ça veut dire que le fichier n'arrive pas à écrire ou ça peut être synonyme d'un problème. Pas toujours. Si vous avez des machines qui servent beaucoup de transfert, où vous récupérez des informations EDI, que vous les moulinez et que vous les passez dans le truc, c'est pas inquiétant. Parce qu'en fait, il va passer son temps à supprimer des informations, à supprimer des tables, à les recréer. C'est pas gênant. Par contre, si vous avez des bases de données PPR qui tournent, machin, si vous commencez à avoir plus de 30% d'enregistrements supprimés, ça vaut le coup de jeter un œil. Ça veut dire que c'est un peu le même phénomène que quand vous, sur vos bases de données traditionnelles, quand vous commencez à avoir beaucoup d'enregistrements supprimés, il y a forcément un moment où ça va pénaliser les index que vous avez dessus. Parce que vos index, c'est des arbres, ça va être des vraies gruyères, ça va pas vraiment être, ça va pas vraiment arranger le système. D'accord? Donc voilà, ça, si vous voulez, c'est une requête que vous pouvez positionner. Vous la faites tourner tous les mois, vous la mettez dans un fichier base de données, et vous sortez une requête sur l'année, ça vous permettra de voir l'évolution de votre catalogue. C'est pas grand-chose, et ça permet de savoir, d'avoir un petit peu un suivi. Et puis après, l'idée derrière, c'est que si vous trouvez des choses qui vont pas, ben souvent derrière, ça se traduit par une bibliothèque qu'on a oublié d'enlever, par un mec qui est passé, qui a fait une installation, qui a laissé des trucs ou des choses comme ça. Donc ça permet d'avoir une idée. En gros, on sait que normalement on va grossir un peu, mais si d'un coup on a un gros pic, c'est que il y a une augmentation qui a été faite et qui est pas forcément nécessaire. À vérifier. Ok, je vous disais. Les principales vues statistiques que vous pouvez rencontrer, c'est celle-là. Vous en avez 6 index stats, vous en avez un certain nombre de choses, d'accord? Alors, il y en a une que vous connaissez, que vous devez connaître. Alors, il y a une session entièrement dédiée à ça. C'est le 6IXADV, vous connaissez ça, c'est Index Advisor, d'accord? Index Advisor, c'est la vue, c'est le fichier qui est créé par le système, par l'optimiseur, à chaque fois qu'il lui manque un index. D'accord? À chaque fois qu'il lui manque un index, il va le créer, d'accord? Il va le créer de manière temporaire, d'accord? Et il va essayer de le garder en mémoire un certain temps, mais pas très longtemps. Et au bout d'un moment, il va le virer et la prochaine fois, il va le reconstruire. Sauf que dans certains cas, c'est tellement pénalisant pour lui et il en a tellement marre que derrière, il va le transformer en MTI. D'accord? Et les MTI, c'est les index que le système a choisi de matérialiser parce que pour lui, ils étaient très consommateurs. C'est ce que vous perdez quand vous faites un IPL, par exemple. D'accord? Donc, quand vous faites un IPL, ce que vous perdez, c'est ce qui est dans le cas. Et vous avez Index Advisor. Donc, Index Advisor, c'est l'outil qui vous permet d'analyser les index qui ont été suggérés par l'optimiseur. Et dans ces outils maintenant, justement dans sysadmin, vous avez des outils pour entièrement automatiser la création des index et la suppression si vous le voulez. D'accord? Vous avez des outils à des procédures, des fonctions qui vous permettent d'analyser, de suivre et entièrement de créer les index si vous le voulez. D'accord? En sachant que avant on disait c'est coûteux de faire des index, etc. Aujourd'hui c'est pas vrai, c'est pas coûteux de faire des index. La sous-indexation est beaucoup plus pénalisante que la surindexation. Et j'ai jamais vu une machine surindexée chez aucun client. Donc, quand on arrive, il manque toujours des index. Et il faut savoir que en 80, je ne sais plus combien on a fait l'intervention avec Nathanaël sur les 2-3 ans, je crois que plus des 2 tiers, on a rajouté des index pour régler les problèmes de performance. Donc c'est vraiment la partie la plus importante. OK? Les travaux.
Ben, le catalogue base de données, comment il est mis à jour? Ben, tout simplement, il y a deux travaux qui vont tourner en permanence, qui vont servir à alimenter ces tables. Et c'est eux qui le font, vous ne pouvez rien. Et en gros, il y a deux principaux travaux, c'est ces deux, QDB SRV XR, QDB SRV XR2. Il y en a un qui va mettre à jour toutes les tables du catalogue, sauf les listes des zones, et l'autre c'est l'inverse. D'accord. Donc ces deux travaux, ils sont chargés de la mise à jour de la base de données. C'est eux qui vont alimenter en permanence votre catalogue et qui vont le mettre à jour. Alors, la première chose à surveiller, c'est qu'il soit présent. D'accord. Moi, j'ai pas vu le cas où il paraît que c'est arrivé qu'une fois il y en manquait un, mais moi j'ai jamais vu, d'accord. Donc j'ai toujours vu que ces travaux étaient présents. Bien sûr, de leur bonne santé va dépendre la performance de votre base de données. S'ils commencent à déconner, ça va être moyen. Alors, comment on sait s'ils déconnent ou pas? Ben, il y a deux manières de le voir. C'est si chaque fois que vous faites un workout job par F16 ou que vous allez voir des performances, c'est eux qui consomment le plus, c'est pas normal. D'accord. Qui passe en pic d'usage en premier, c'est pas grave, mais s'ils couchent en pic d'usage, c'est pas normal. C'est pas eux qui doivent consommer de la CPU. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour travailler quand il y a des informations à créer. Souvent, il n'y en a pas, donc ils ne devraient pas travailler. Ensuite, la deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est si vous commencez à avoir des messages un peu colorés. J'ai pas pu écrire dans QADB, IFLD. J'ai eu un problème pour accéder à QADB, IFLD. Où ça se trouve? Q6OPR, QHSTlog. Moi, ça m'est arrivé chez un client d'avoir un fichier qui était endommagé. D'accord. Et là, ben, la base de données marche moins bien. Parce que le problème, c'est que derrière, il faut savoir que le catalogue, c'est quand même un peu comme le socle d'une maison. Si c'est pas bien stable derrière, ça va pas bien marcher. Et ça se traduisait par des phénomènes qui étaient très bizarres. C'était des performances qui étaient très bonnes et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça partait. Il y avait des performances qui étaient complètement dégradées sans raison. On ne savait pas trop pourquoi. Et donc, on s'est aperçu. Alors moi, j'ai eu deux cas d'usage, deux cas de problème sur le catalogue. Un fichier endommagé, je ne sais plus lequel c'était, mais il était endommagé, donc il a fallu le refaire. Et une autre fois, c'était à l'époque des VCTR2, où il y avait eu des réécritures. On avait été obligé d'appliquer des PTF parce qu'on avait des problèmes, qu'on avait des correctifs. Donc c'était les deux cas que moi j'ai référencés. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup, mais par contre, quand il y en a un, il est impactant. C'est-à-dire que quand vous avez un catalogue qui part en travers sur votre système, vous pouvez être sûr que derrière, les performances ne sont pas bonnes. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas la peine de regarder tout le temps, mais en supervisant un peu les messages qui sont dans QSOPR, en jetant un œil, ou même il y a deux, trois messages qu'on peut, on peut regarder, qui sont documentés sur Internet, vous les attrapez, vous verrez vite quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'idée, c'est que ces deux travaux, ils doivent être présents et ils ne doivent pas être là pour consommer de la ressource. Encore, il faut être sûr que... Question sur certaines statistiques, Ouais. forcément alimenter systématiquement Alors, les tables statistiques, je suis d'accord, c'est possible. Mais les tables statistiques, elles ne font pas partie du catalogue. Je vous les ai mis à part, les tables statistiques. Oui, mais ce n'est pas vraiment celle du catalogue. Les tables statistiques, elles sont là pour vous donner des éléments chiffrés. Oui, et des fois, elles ne sont pas toujours à jour. Ça va dépendre justement, elles sont mises à jour par les travaux et des fois, elles sont un peu à la bourre. C'est possible. Mais ce n'est pas le catalogue. Le catalogue, pour moi, c'est vraiment les fichiers, les premiers fichiers que je vous ai montrés. Et tous ceux, en gros, qui sont identiques quand tu crées un schéma. Ceux-là, ils sont importants. Il n'y a pas à transiger. Ceux-là, c'est des tables derrière, il faut vraiment qu'elles soient à jour. Les statistiques, les vues statistiques, oui, ça arrive qu'elles ne soient pas à jour, qu'il y ait des problèmes un peu de... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Non, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça vraiment le catalogue. Nous, vraiment, les deux cas que moi je te raconte, c'était un fichier qui était endommagé du catalogue et on avait des performances parce qu'il n'arrivait pas à écrire dans une table et que je ne sais plus ce qui avait été, c'était un problème de correctif. On avait été obligé d'appliquer un groupe sur les B2.
Je vous l'ai mis ici. Il existe également d'autres travaux. Donc, c'est possible que ce soit ceux-là qui mettent à jour les statistiques. Je ne les connais pas tous. Je ne suis pas rentré en détail dedans. Par exemple, c'est ici que vous avez celui qui reconstruit les index. Donc, ça peut être intéressant également de regarder, lui, pour voir s'il reconstruit les index. Et là, généralement, il y en a un par processeur. Si vous avez une machine multiprocesseur, vous aurez plusieurs travaux qui vont les reconstruire. Pareil, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai jamais vraiment vu de problème là-dessus. Simplement, si par hasard, à chaque fois que vous regardez un nid de parade, vous étiez toujours en tête, ça veut dire que votre machine, elle passe son temps à reconstruire des index. Ça ne serait pas très bon. D'accord? C'est certainement qu'il y aura un problème en amont ou quelque chose qui serait pas terrible. Donc ça, voilà pour les travaux. Donc deux travaux à surveiller, vérifier qu'ils n'aient pas de messages, vérifier qu'ils sont là. Ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante à connaître, c'est qu'il faut savoir que vos fichiers base de données que vous avez dans Q6 qui contiennent votre catalogue, ils sont journalisés. Et que à tout moment, vous avez des informations sur ce qui se passe dans votre base de données. Alors, quel est l'intérêt, vous allez me dire? Alors moi, j'y vois deux intérêts. Alors déjà, vous pouvez tracer quand une table a été créée. Vous pouvez voir directement quand une table a été créée sur votre fichier. D'accord? Alors, quand une table est créée, ce n'est pas très intéressant. Mais une fois, moi, ce qui m'est arrivé, c'est chez un client où quelqu'un qui avait supprimé une table. Et puis, bien sûr, c'est toi qui as supprimé la table? Non, non, pas moi, pas moi. Puis généralement, là, on se retourne vers le stagiaire. Hein. C'est le stagiaire qui va morfler. Ah non, c'était pas le stagiaire qui l'avait supprimé. Et là, on sait qui a supprimé la table. Donc, dans ce catalogue, vous pouvez savoir qui a supprimé la table. À condition que. Alors, vous pouvez. Donc là, je vous ai vu par une vue SQL, vous pouvez l'interroger. Hein, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais par une vue SQL, avec les nouveaux services SQL qui s'appellent DSP Journal, d'accord, qui vous permet d'avoir les informations. Donc là, j'ai juste coupé les zones pour vous les mettre au d'équerre et que vous puissiez voir un petit peu donc, les fichiers qui sont créés par les fichiers qui sont. C'est créé ou supprimé, non, les fichiers qui sont supprimés à l'intérieur. Donc, c'est deux manières de voir la vue. À l'ancienne, par le DSP-JRN ou par les services SQL. Encore une fois, Robert ou Kevin. Vas-y. C'est juste par rapport aux journaux d'audit. Oui. Est-ce que c'est il y a aussi un paramétrage à faire? Ça n'a rien à voir avec les journaux d'audit. Oui, les journaux d'audit, il faut que tu les démarres, ils ne sont pas en automatique. Lui, tu n'as rien à faire. Okay. Ils sont là, ils tournent, et tout. À chaque fois que tu mets à jour une information dans ta base, ils existent et ils sont mis à jour. D'accord? La seule particularité, c'est celle-là. Donc, la deuxième fois, juste, dernière chose, moi, une deuxième fois, je l'ai utilisé parce que chez un client, c'est pas un client, c'est un éditeur logiciel. Ils ont des tables qui se créent dans leur base de données et ils voulaient impérativement que quand la table arrive, on n'a plus qu'un template de sécurité immédiatement quand la table était créée. Donc on a commencé à regarder comment on pouvait détecter un mouvement de création de table. Alors le problème, c'est que création de table, c'est ce que je vous ai marqué là-haut. CRTPF, Create Table, RSTOBJ, CRTDUP OBJ, etc. Donc la première solution qu'on aurait pu envisager, c'est justement ce que vous venez de dire, on aurait pu passer sur des audit tables, etc., etc. Mais le problème, c'est utilisé pour autre chose, pour des outils de replication, on allait venir mettre la panique dessus, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans le catalogue, quelle que soit la manière dont est créée la table, elle est inscrite dedans. Alors que il y a d'autres solutions pour attraper, tu peux essayer de attraper par les programmes d'exit. Par les programmes d'exit, tu pourras attraper, par exemple, les CRTPF, les CRTDUP-OBJ, les RSTDUP-OBJ. Par contre, tu n'attraperas pas les événements SQL. À l'inverse, par SQL, tu peux intercepter, mais tu n'intercepteras pas tous les événements. Donc, la seule méthode qu'on avait trouvée simple, sans mettre en place de l'audit sur tous les objets, c'est un programme d'exit sur le fameux journal, d'accord? Et on allait attraper toutes les créations de tables. On lui attrapait toutes les créations de tables. Et automatiquement, quand c'est le principe des journaux des programmes d'exit pour ceux qui connaissent, donc tu reçois un buffer avec l'information qui te dit quel est le fichier, quelle est la table qui a été créée,
Et automatiquement, ben, nous, on faisait la GRT obligée à UT, derrière, en appliquant un template de droit dessus. C'est comme ça qu'on l'avait résolu. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez en faire de ce catalogue. Puisque lui, il reçoit en instantané toutes les créations et toutes les suppressions. Donc, les créations, ça, et les suppressions, ben, des fois, ça peut avoir un intérêt de savoir qui a fait quoi, quand il y a une table qui disparaît. La petite subtilité, quand même, il faut faire attention, c'est que il faut que vous soyez très réactif, parce que en gros, le journal, il est détaché systématiquement, c'est-à-dire que sur le récepteur, pardon, il est détaché systématiquement. C'est-à-dire qu'à un instant donné, vous n'aurez toujours qu'un récepteur, d'accord? Quand il en a fini un, il en remplace un. Donc à un moment donné, il n'y a pratiquement pas d'information. Donc si par hasard, ça avait de l'intérêt parce que vous avez des bases de données, que vous avez des problèmes, que vous suspectez des choses, il faut que vous reveniez sur la journalisation en plaçant cette commande. En plaçant cette commande, vous remettez la journalisation dans un schéma normal où c'est vous qui allez avoir à gérer les récepteurs. C'est-à-dire que quand il a fini le premier récepteur, il en attache un deuxième, un troisième, etc. etc. Par contre, vous l'avez compris, la corollaire, c'est à quel moment vous effacez le récepteur. Il y a un moment où vous devez décider de supprimer le récepteur. Donc la suppression du récepteur, on a généralement deux critères. C'est soit on garde un nombre de journaux, soit on garde par jour. D'accord. C'est les deux critères qu'on a. Soit on dit on garde 10 jours, soit on garde 5 récepteurs ou quelque chose comme ça. C'est ça l'idée qui est derrière. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors attention, je ne vous ai pas dit de le faire si derrière vous n'avez pas d'épuration, parce que vous allez remplir vos disques pour rien du tout. D'accord. Donc, en gros, si quelqu'un supprime une table par inadvertance sur votre truc, que vous êtes dans le quart d'heure qui suit, vous savez qui l'a fait. Vous regardez dedans, vous le savez. Par contre, maintenant, si vous voulez mettre en place et si vous voulez utiliser plus ce journal, vous pouvez faire cette opération-là et après, vous gérerez vos récepteurs comme vous les gérez sur d'autres éléments, sur toute votre base de données naturelle. Alors, dans l'administration, quelles sont les choses à faire? Je ne vais rien inventer, je ne vais rien vous apprendre. La plupart du temps, je vais enfoncer des portes ouvertes. Soyez à jour sur vos OS, c'est la première chose. Ensuite, appliquer des correctifs. Donc, appliquer des correctifs concernant la base de données, c'est le microcode, c'est l'OS. Et le groupe le plus impactant pour DB2, pas de surprise, c'est le groupe DB2 Fori, on est d'accord. Donc, ici, l'idée, c'est d'avoir derrière un niveau qui soit récent. Et ça, c'est pareil pour le développement, c'est pareil pour tout, mais c'est vrai pour la base de données. OK. Donc, pour voir ces informations, historiquement, on pouvait passer par les commandes WAR, PTF, GRP, qui vous permettaient d'avoir les groupes de PTF avec les niveaux qu'ils avaient. Donc, historiquement, on avait ces commandes-là. Donc, on voyait assez rapidement. Maintenant, on a des services SQL. Encore une fois, il y a plein de services SQL qui nous permettent de nous simplifier la vie. Et donc là, on peut interroger. Et en plus de ça, maintenant, il y a un service SQL avec une vue qui permet, dans SysTools, donc celle que Biagita vous a présentée, d'aller récupérer les éléments. Et là, il va interroger un serveur aux États-Unis dans lequel il y a les PTF qu'il devrait avoir, et vous avez les PTF que vous avez sur votre système. Et ici, il vous dit si vous êtes à jour ou pas et le nombre de PTF que vous avez de retard. Donc, cette requête, elle permet de savoir en temps réel. Pour les gens qui font de l'administration, ça nous a simplifié la vie, puisque là, on n'est pas obligé d'aller voir sur le site IBM ce qu'on a chez nous, etc. En une seule requête, on peut le faire. Par contre, bien évidemment, il faut que votre IBM il sorte sur IBMI, ou sinon, il y a un article qui a été publié il n'y a pas très longtemps, que vous retrouvez sur LinkedIn, notamment, je crois que c'est Alain Seldon qui l'a proposé, qui vous permet d'utiliser le proxy de ACS pour vous connecter et récupérer les informations. D'accord. Donc regardez, il n'y a pas très longtemps, vous retrouverez, vous cherchez ACS, connexion, service, machin. Ça vous permet d'avoir ça, même si votre IBMI n'est pas ouvert sur le monde Internet, de récupérer les informations et de comparer. Donc l'idée, on dit 6 mois ou pas plus de 2 de retard. C'est ce qu'on dit, machin. Encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre. Si vous en avez 3 et que vous savez que vous changez de machine dans 15 jours, c'est pas mortel. Mais l'idée, c'est de pas en avoir 15 et pas se dire pourquoi. D'accord. Il faut pas se dire,
ça marche, ne touche rien. Ça, c'est pas le bon réflexe. C'est un truc où vous allez payer un jour. OK? Et sur la base de données, comme sur tout le reste. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on peut faire sur le catalogue pour interagir, puisque je vous ai dit, c'est des fichiers, mais vous n'avez pas le droit de les mettre à jour. Bah, c'est un peu compliqué d'intervenir dessus. Alors, il y a deux commandes qu'il faut connaître. Il y a le RCL DBXREF. Alors, le RCL DBXREF, c'est une commande qui permet de faire un reclaim sur le DBXREF. On peut l'exécuter en deux modes. Check, regarde s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou fixe, tu corriges. La particularité, c'est qu'il est light, il ne nécessite pas d'environnement restreint. Donc, il faut être SQL, faut soit être CKDM, soit être en fonction usage SQL admin, d'accord? Et vous avez le droit d'exécuter. Il va vous dire si, par un check, s'il y a des choses qui ne vont pas, par un fixe, il va tenter de les corriger. Alors, il est light, mais la plupart du temps, il ne suffit pas. Donc ça bouffe pas de pain de le tenter. Hein. Si vous avez un problème, vous pouvez le tenter. Ça casse pas trois pattes à un canard, ça va rien faire de particulier. Tentez-le, d'accord. Vous avez un problème sur le catalogue, sur un fichier machin, sur un fichier qui semble endommagé ou un truc, vous le passez. Mais malheureusement, d'expérience, dans 90% des cas, ça suffira pas pour résoudre le problème. Ce qu'il vous faudra faire, c'est qu'il faudra faire du plus lourd. Il faudra faire ce qu'on appelle un reclaim storage. Alors, le reclaim storage, c'est la commande que connaissent beaucoup de gens parce qu'avant, on en faisait beaucoup. Ça permet un peu de réorganiser les disques, de supprimer les informations. Ça permet de supprimer un peu ce qui est endommagé. Il y a une bibliothèque qui doit s'appeler QRCL dans lequel il met les objets endommagés, on regarde après, etc. Donc ça permet de regarder. Souvent, c'est une opération qu'on fait avant de migrer d'une version vers une autre. D'accord, on fait un reclaim storage pour vérifier s'il y a des choses qui sont en anomalie derrière. Puis après, on traite les cas qu'il a trouvés pour essayer de comprendre ce qui se passe. Dans ces options de reclaim storage, il y en a une qui s'appelle DBXREF, qui est beaucoup plus violente que la première, qui nécessite un environnement restreint et qui corrigera votre catalogue s'il y avait un souci dessus. Donc, c'est ce que moi, j'ai été amené à faire deux fois. Vous êtes obligé de faire ça. Alors, la règle, moi, ce que je vous dis, si vous avez un peu de temps machine à machin, bah, ça ne coûte rien d'en passer un par an. Alors, à ce moment-là, vous ne le faites pas que pour le DBXREF, vous le faites global pour tous les éléments. Comme ça, il contrôlera s'il y a des fichiers qui sont endommagés en dehors du catalogue et il vous les dira. S'il y a des objets qu'il vous faudra récupérer, il vous montrera tous les problèmes. Il vous créera tout ça dans un package, une bibliothèque qui s'appelle QRCL. Vous irez voir ce qu'il y a dedans. Et puis, s'il n'y a rien, ben, vous serez content. Et s'il y a quelque chose, il faudra regarder ce qui se passe quand même. Alors, des fois, c'est pas grave. Hein, c'est des objets qui temporairement ont été perdus, les a recréés, ils existent quand même. Traite, machin. Mais des fois, bah, c'est des vrais objets qui sont pétés et qu'il n'arrive pas à reconstruire, que tu ne peux pas refaire. Donc il y a vraiment autant de cas à faire. Je ne sais pas si vous connaissez le reclaim storage, vous en faites des fois. D'accord. Voilà. On en fait de moins en moins, bien sûr, mais voilà. Sur la base de données, il y a pas sur le catalogue base de données, si on doit intervenir et qu'il y a un vrai problème, on n'a pas le choix, on sera obligé de passer par les. Ouais. Ouais, non. Ah non, moi je rigole pas. Ah non, je rigole pas. Je rigole pas. On a beau avoir des onduleurs, des groupes électriques. Ah oui, je sais. Et puis le pire dans ces trucs-là, c'est le bagotement. Quand la machine redémarre, qu'elle se voit arrête, qu'elle n'a pas fini de démarrer. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Quand tu fais un arrêt bien franc, que tu as refait un machin, c'est pas. Moi, ça m'est arrivé chez certains clients où la machine redémarrait, elle était en cours de démarrage, elle se replantait, machin. Mais au bout d'un moment, tu as des cerises de partout. Hein. Ça a poussé. Hein. C'est pas. Ouais. Mais là, j'ai pas de solution. C'est le problème d'infra, c'est pas un problème de catalogue. Non. Parce que là, il n'y a pas que le catalogue qui meurt. Non, il y a d'autres choses qui meurent. Il existe également une procédure, une function table, pardon, qui permet d'analyser votre catalogue. Analyse catalogue, elle s'appelle dans Q62. D'accord, vous la lancez, vous faites une fonction table, vous pouvez préciser, je n'ai pas détaillé, mais vous pouvez avoir certains critères, vous pouvez limiter une bibliothèque, vous pouvez avoir toute bibliothèque. Donc ça va vous permettre d'avoir un petit résultat dans lequel vous allez avoir, alors là il manque une lettre aussi, je crois.
C'est bien, je l'ai fait relire par au moins 3 ou 4 personnes et on m'a laissé quand même. Donc, je corrigerai. Donc, vous allez obtenir une requête. Là, c'est pareil. Ben, qu'est-ce que vous allez avoir? Ben, il n'y a pas très longtemps, je suis allé chez un client. Ben, il y avait un problème sur un fichier. On voyait que c'était toujours le même fichier, à peu près à la même heure, qu'il y avait toujours les mêmes problèmes. Ben, le fichier était endommagé. Tout simplement, le fichier était pété derrière. Donc, l'idée, c'est d'avoir le moins de choses possible dedans. Alors après, c'est pas s'il y en a un, s'il y a un truc qui s'est passé il y a 6 mois et qui s'est repassé une fois, c'est pas grave. Vous mettez à blanc le fichier, puis c'est terminé, vous en foutez. D'accord? Par contre, si ça arrive tous les samedis à 23h45 et du coup vous avez une requête qui est censée prendre 5 minutes, qu'elle prend 45 minutes, faut vous pencher sur le problème. Voilà les principaux liens que j'avais demandé, que je vous ai mis en URL ou graphie sur ce que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. C'est tout pour moi. Je ne sais pas si je suis bon au niveau timing. Je suis pas mal, je crois. C'est l'heure, non? Parfait. Bon, c'est parfait. Alors, allez-y, je vous écoute. Vous avez des questions? C'est avec plaisir que j'y réponds. Les présentations seront disponibles sur le site. C'est Philippe qui vous le donnera. Et je corrigerai mon requête. Je rajouterai. Ben, j'espère que ça vous a appris 2 ou 3 choses, que ça vous a donné un peu des idées, et que bah, voilà, vous pouvez dire, voilà, maintenant je sais ce que c'est que le catalogue sur la base de données, sur BDD. C'est tout. Merci à vous.